Hello. It's a pleasure to talk to you all today. Un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des douleurs à l'EDS et donc le rapport avec les luxations. Donc, si il faut que je vous parle de douleur, je vais devoir vous parler de qu'est-ce que la douleur, de comment on va l'expérimenter. Alors, vous pourriez me dire que c'est très évident ce que c'est la douleur, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, ici, tout le monde peut avoir des douleurs aiguës. Les douleurs aiguës, c'est quand on a une blessure, par exemple, la douleur que l'on ressent. Et les médicaments sont en général assez bons pour traiter les douleurs aiguës. Par contre, on a plus de mal pour les douleurs chroniques. C'est lorsque les douleurs se poursuivent. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs chroniques. Et le problème, c'est que les médicaments ne fonctionnent pas si bien. Donc, les douleurs aiguës, c'est les douleurs aiguës lorsqu'on a une blessure ou une lésion. Ceci fait en sorte que les récepteurs de la douleur activent les nerfs de la douleur et ça arrive à la moelle épinière. La moelle épinière va transmettre les signaux au cerveau et on ressent la douleur. Voilà les douleurs aiguës. La douleur aiguë va déclencher des réponses émotionnelles car il faut nous protéger. Donc voilà, ça va activer une réponse dans notre corps et cela aussi va activer notre système autonome dont vous avez entendu parler ce matin. Donc après les douleurs dans la blessure, il y a une phase de réparation. Donc pourquoi est-ce que la douleur est si importante et pourquoi est-ce que c'est si compliqué de le traiter? Eh bien, c'est parce que la douleur est un signal évolutif de protection. Si on revient à l'homme des cavernes, ou si on était un animal, eh bien, quand on a une douleur, ça veut dire qu'il y a un danger. Il y a un danger, il faut faire arrêter de nous blesser. Et si on arrête de se blesser, il y a une possibilité de réparation. Et à ce moment-là, la douleur se réduit et on peut réutiliser nos organes de la même manière. Mais dans la douleur chronique, ceci ne se passe pas. Il y a des signaux de la douleur constants. Donc les nerfs de la douleur transmettent la douleur constamment. Maintenant, on ne parle plus de lésions à un moment donné. C'est vraiment quelque chose de plus confus dans notre cerveau. Donc, quels sont les mécanismes de la douleur qu'on va expérimenter lors de l'hypermobilité? Eh bien, c'est une douleur mécanique, donc pour les luxations, les subluxations. Et on pourra avoir des douleurs aux ligaments à cause de certaines blessures dans les tendons, ou alors c'est une arthrose à cause de l'usure. Et ici, combien de gens se sentent maladroits, qui tombent beaucoup? Oui, je vois que beaucoup de gens lèvent la main. Donc on a plus de blessures à ce moment-là. Et puis, il y a des douleurs musculaires, la douleur musculo-squelettique. Et donc, en hypermobilité, les muscles sont plus d'irritation, donc on peut avoir des spasmes musculaires. Et comme les muscles nous causent de la douleur, ils deviennent de plus en faibles. Et certaines personnes vont trop utiliser certaines articulations, certains muscles, et cela crée de la douleur également. Nous sommes très flexibles, donc on peut avoir aussi des douleurs et des blessures au niveau des nerfs. Et donc certaines personnes ont des douleurs chroniques, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et on ne sait pas encore pourquoi. Donc que se passe-t-il pour qu'il y ait une douleur chronique qui soit constante? Eh bien, on parle d'une sensibilisation périphérique. Et ceci veut dire que les nerfs de la douleur se déclenchent plus rapidement, ils s'activent plus rapidement et plus souvent. Donc il y a plus de signaux qui arrivent à la moelle épinière, et ce qu'on appelle une sensibilisation périphérique. La sensibilisation centrale, par contre, bon, elle est similaire, mais là c'est le cerveau qui va l'activer et cela s'active plus souvent. C'est quelque chose qui va activer le système de la douleur tout le temps. Et on parle de sensibilisation centrale à ce moment-là. Mais le cerveau est très intelligent. Si en évolution on a des douleurs
et on se paralyse. Si on se paralyse au moment de la douleur, on pourrait avoir des problèmes de survie. Donc, la douleur peut arriver à un niveau plus élevé d'alerte au cerveau, mais ça peut être aussi l'effet inverse. C'est le contrôle descendant, et c'est quelque chose d'assez nouveau en neurosciences. On sait que ça se coordonne aussi avec les centres du tronc cérébral, et certains systèmes sont inhibitoires, ils peuvent diminuer la douleur, ou des fois, c'est le contraire. Ils vont activer la douleur. Donc, on sait que dans certains syndromes avec de la douleur chronique, ce contrôle descendant fait défaut et alors il ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait le faire. Donc, ça, c'est l'autre diapositive, c'est le contrôle descendant. On parlait. Là, encore une fois, pourquoi est-ce que la douleur est si importante pour nous? Eh bien, encore une fois, parce que c'est ce signal protecteur de l'évolution. En évolution, si on a des douleurs, soit on peut fuir ou on peut le combattre. Cela veut dire que on va activer nos émotions. On peut avoir de la colère si on veut le combattre, ou la panique et la terreur si on va s'enfuir. Donc la douleur va activer nos centres de stress, mais aussi nos centres émotionnels. Et il y a vraiment un lien important qui a été établi par la neuroscience. Donc j'espère que je vous ai donné une perspective de comment la douleur elle-même peut changer, comment fonctionne la douleur. La douleur peut s'activer et augmenter, donc avec plus de douleur alors que la douleur est moins provoquée. Et à ce moment-là, on a une douleur centralisée. Et nous pensons que c'est pour cela que les syndromes de douleur expérimentent un chevauchement. Et je suis sûr que beaucoup de personnes ici qui ont un CED hypermobile et des douleurs musculosquelettiques, ils ont souvent un diagnostic de fibromyalgie, de syndrome d'intestin irritable, fatigue chronique, un malfonctionnement mandibulaire, des douleurs pelviennes, et je pourrais continuer comme ça. Ces syndromes de la douleur vont se chevaucher souvent parce que ce qu'il y a en commun, c'est ce système de la douleur qui s'amplifie. Donc, qu'en est-il des cerveaux? C'est une de mes fascinations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais mettre cette diapositive, parce que souvent on oublie que la douleur, c'est une sensation et une perception à la fois. Je l'ai illustré avec cette diapositive. Normalement, la douleur, bon, elle fait mal, d'accord, on est tous d'accord, mais ces photos à gauche ont été prises dans un festival, en Thaïlande et en Malaisie, où les gens se mettent des choses dans la bouche, alors des couteaux, etc. Et en général, ils n'expérimentent pas de douleur. Au contraire, ils expérimentent un certain plaisir parce qu'ils prennent part à une cérémonie. Et c'est pour ça qu'il y a cette image en bas à droite. Donc on voit le sadomasochisme où c'est un plaisir. Par contre, Guantanamo, c'est de la torture. Donc tout ce que ces images ont en commun, c'est que c'est le système de la douleur qui s'active sur les mêmes mécanismes, mais pourtant, la manière de le percevoir et notre réponse va être totalement différente. On m'a parlé de la douleur, de la manière de le gérer. Eh bien, il y a des médicaments, mais pour les douleurs aiguës, on a les luxations, les blessures. Donc, ceci se traite comme pour les personnes qui n'ont pas de SED. On sait qu'on traite bien les douleurs aiguës. Et dans ce cas-là, pour les entorses, les luxations, eh bien, on va demander du repos. Ou alors, si c'est gonflé, on va lever la jambe, par exemple. Ou alors, on va appliquer du froid. Une certaine compression pourrait aider. On pourrait aussi utiliser des antalgiques pour réduire la douleur. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir cette blessure immobilisée pendant longtemps. Au début, d'accord, une attelle pour immobiliser le muscle, d'accord, mais si on a cette attelle pendant des semaines et des semaines, c'est mauvais parce qu'on va affaiblir l'articulation, les muscles, et finalement, cela débouchera sur davantage d'instabilité. Donc, il faut faire attention avec les attelles. La douleur chronique est bien plus difficile à traiter et mon
conseil, c'est de faire les choses de manière simple. Je vois beaucoup de patients qui reçoivent des médicaments, mais qui créent des effets secondaires. Et finalement, après, on en reçoit des médicaments pour les effets secondaires. Et finalement, on a 20, 30 comprimés différents. Et c'est mieux de ne pas arriver à ce point-là. Donc, il faut plutôt faire les choses simples. Mon autre conseil, c'est que pour certaines personnes, on conseille de ne pas utiliser de la morphine, des médicaments qui viennent de la morphine, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de morphine, mais il faudra que ce soit dans des doses faibles, parce que dans des doses élevées, cela crée beaucoup de problèmes. Donc, le SED a des problèmes sur l'intestin, sur la pression artérielle, sur le système autonome. Ça nous crée des problèmes de mémoire parce que la douleur retient notre attention tout le temps. Et finalement, cela empire les choses. Donc, vraiment, la morphine doit être utilisée dans des moments vraiment concrets. Et mon conseil, c'est éviter la morphine autant que possible. Certaines personnes ont besoin d'une dose faible, d'accord, mais à ce moment-là, il faudra réaliser un suivi rapproché de la part du médecin traitant ou lorsqu'on va dans les cliniques. On utilise plutôt des médicaments neuromodulateurs. En général, c'est mieux. L'amitriptyline, peut-être, c'est un antidépressant, par exemple. Donc, à ce moment-là, on arrive à réduire l'activation de la douleur, la gabapentine ou prégabaline, donc des médicaments épileptiques. Et à ce moment-là, ils vont aussi réduire l'activation des nerfs. Il y a d'autres antidépresseurs qui vont travailler sur les voies de la sérotonine pour agir sur cette voie descendante du contrôle. Alors, les spasmes musculaires sont difficiles à traiter. Encore une fois, je vois beaucoup de personnes qui reçoivent de fortes doses de diazépam sur le long terme, mais je ne pense pas qu'il faudrait utiliser le diazépam comme ça. C'est vraiment un médicament fort qui est addictif et souvent cela détend trop les muscles. Et vous savez tous ici que si on va relâcher les articulations faibles davantage, ça risque de provoquer davantage de luxation. Donc vraiment, on peut l'utiliser dans des doses faibles, pendant des périodes courtes de temps, mais on ne devrait pas utiliser le diazépam pendant longtemps. Donc, par rapport aux médicaments, il faut surtout arriver à une évaluation de l'avantage que cela apporte par rapport aux effets secondaires. Si ça crée trop de problèmes, il faut arrêter la prise de ces médicaments. Il ne faut pas augmenter la liste de médicaments que l'on prend à cause de ça. Et vous savez, il faut savoir que dans ce type de douleur, les médicaments ne fonctionnent pas toujours très bien pour les douleurs chroniques. Et ce n'est pas votre faute, ce n'est pas ma faute, c'est un fait. Dans les douleurs chroniques, les médicaments ne fonctionnent pas si bien. Donc, je vous conseille de ne pas devenir un zombie des médicaments, pour ainsi dire, parce que vous aurez toujours des douleurs, mais cela ne va pas apporter. C'est-à-dire que si je vous donne beaucoup de morphine, vous allez toujours avoir ces douleurs et pourtant vous allez avoir des effets secondaires et vous allez voir moins vos amis, vos familles, etc. Donc si vous avez des douleurs 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ce n'est pas surprenant de voir que vous risquez de souffrir de dépression et d'anxiété. Je serais surprise que ce ne soit pas le cas. C'est vraiment commun et ce n'est aucune folie, ce n'est pas une faiblesse non plus. Et par rapport à ce que je vous ai déjà dit, ce n'est pas surprenant. C'est ce que fait la douleur. Cela active des centres émotionnels. Par contre, alors si quelqu'un a un épisode d'anxiété, de dépression, cela va empirer les choses. C'est un cercle vicieux. Donc des fois, il y a des patients qui ont besoin de conseils, de médicaments également, si on est dans une dépression. Mais on peut l'utiliser, mais il faut faire attention. So, mind and... Donc, alors, corps et esprit vont essayer de travailler ensemble. On ne peut pas vraiment séparer le cerveau de notre corps. Les gens qui ont des douleurs chroniques peuvent ressentir un niveau d'anxiété élevé ou même arriver à une dépression. On sait qu'il y a beaucoup d'anxiété avec l'hypermobilité et on sait qu'il y a des taux élevés donc pour des douleurs physiques
C'est assez souvent le cas pour les douleurs chroniques. Et pourquoi? Eh bien, parce que si l'on a beaucoup de stress chronique pendant notre enfance, le cerveau va s'adapter. Mais dans les étapes tardives de la vie, ça pourrait être un problème, cette adaptation, lorsqu'on a des douleurs. C'est quelque chose de nouveau qu'on essaie encore de comprendre. Vraiment, ici, ce qui est important, c'est que le corps et l'esprit travaillent ensemble. Et donc, pourquoi est-ce que le docteur et les patients pensent souvent qu'on peut détacher les deux? Cela me surprend toujours. Pourquoi penser qu'on peut simplement observer le cerveau et ignorer le corps ou à l'inverse? Eh bien, évidemment, on ne peut pas le faire. Donc, en résumé, pour les douleurs, on travaille plus facilement sur les douleurs aiguës. Les douleurs chroniques sont bien plus complexes, telles que je vous l'ai montré. Il faut observer le patient à titre individuel et voir pourquoi est-ce qu'on ressent des douleurs. Les antalgiques peuvent nous aider, mais cela ne va pas nous guérir. Et la réhabilitation est bien plus importante que les médicaments. Je sais qu'on va en entendre parler. Il faut savoir que la douleur peut provoquer un certain stress et une réponse émotionnelle. Et n'ayez pas peur de l'approche psychologique et psychiatrique. C'est vraiment un autre outil que nous avons à notre disposition pour essayer d'améliorer le traitement. On m'a aussi demandé de vous parler de la gestion des luxations et subluxations. Je sais que c'est un problème pour beaucoup d'entre vous ici présents. Ceci veut dire qu'il nous faut parler de la douleur et des muscles. Vu que on a une hypermobilité dans les articulations, le tonus musculaire qui va soutenir ces articulations est important. Ceci nous aide à compenser la laxitude que nous avons. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut arriver à une certaine irritation si on n'est pas dans un bon état de forme. Cette irritabilité, cette instabilité s'aggrave. En plus, nous avons souvent un problème de structure musculaire qui fait que les luxations vont aussi s'empirer. Je vais vous en dire davantage d'ailleurs. Donc, dans une articulation normale, les muscles travaillent ensemble d'une manière coordonnée. Certains muscles s'activent pour déplacer l'articulation, d'autres vont se détendre pour permettre à l'articulation de fonctionner. Donc, ils se coordonnent de manière à bien fonctionner ensemble. Mais dans les problèmes de structure musculaire, ces muscles entrent en confrontation. Certains sont hyperactifs, d'autres muscles ne s'activent pas. Et c'est une coordination qui ne fonctionne pas bien. Donc, cette structure musculaire peut arriver à une luxation des articulations. Donc, les personnes qui ont des luxations fréquentes, souvent à l'épaule, c'est à cause de cette structure musculaire, souvent, que cela se produit. Donc, pour les luxations et subluxations, on va ressentir des douleurs aiguës, mais il peut aussi avoir des douleurs chroniques. Les articulations peuvent se déboîter, mais il faut se détendre parce que savoir que on va pouvoir les rétablir facilement aussi. Le stress, la panique, l'anxiété vont aussi aggraver ces spasmes musculaires et cela devient un cercle vicieux. Ce qui se produit habituellement, c'est que s'il y a un déboîtement d'une articulation, eh bien, encore une fois, cela va activer les centres nerveux, les centres émotionnels. Donc, on va avoir recours à ces parcours de survie, donc de lutte ou de peur, de fuite. Et finalement, cela crée davantage de douleur. C'est ce cercle vicieux, encore une fois. Et finalement, plus on a le système musculaire activé, plus ce sera difficile de reboîter l'articulation. Donc, des fois, on a des articulations qui font du bruit, qui font des clics, des claques. Mais moi, quand je vois des patients avec des articulations qui font du bruit, des fois, ce ne sont pas des luxations, des subluxations, c'est simplement les muscles et les tendons qui font du bruit. Donc, pour ces patients, lorsque je les vois précocement, je leur dis, écoutez, ce n'est pas grave d'avoir des articulations qui font du bruit.
l'élément clé pour les luxations et subluxations, c'est de bien comprendre comment fonctionnent nos articulations et pouvoir le gérer nous-mêmes, de sorte à ne pas avoir à aller aux urgences tout le temps ou voir des docteurs qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc, on a les épaules, les hanches, les genoux, ce sont des articulations, on a des problèmes assez fréquents. Et si on a un SED hypermobile et une anatomie qui fonctionne pas bien, alors c'est assez difficile d'avoir de luxation. C'est assez rare. Souvent, ce sont les hanches qui vont faire un clac, vraiment, qui vont avoir une rupture. C'est comme un pistolet. Donc, comme on a vraiment des luxations fréquentes, les articulations qui se déboîtent plusieurs fois par jour, eh bien là, c'est la cause principale, c'est la structure musculaire et on ne va rien arranger avec une chirurgie. C'est important de le dire, spécialement dans l'épaule. Je peux bien comprendre pourquoi, si on a une articulation qui se déboîte, cela serait logique de le renforcer, mais ça ne sera rien si c'est à cause du muscle. Donc il faut savoir qu'est-ce qui contribue à la cause, le reconnaître et le traiter précocement. Vous devez tous développer un plan pour les luxations et les subluxations, de sorte que quand cela vous arrive, vous aurez une technique pour le remettre en place. En général, nous n'avons pas besoin de manipulation agressive pour reboîter l'articulation. Si votre partenaire est, imaginez un homme très imposant qui va utiliser la force, non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut simplement remuer un petit peu l'articulation, on va le remettre en place. Il faut savoir pourquoi on s'est déboîté l'épaule. Qu'est-ce qu'on a fait? Un geste un petit peu précipité. Qu'est-ce qui a déclenché ceci pour apprendre et l'éviter? Et aussi, il faut savoir que visiter les urgences fréquemment, ce n'est pas la réponse. Non, essayez d'éviter les urgences autant que possible. Je suis sûr que nombre d'entre vous savez déjà ceci. Donc, qu'est-ce qu'un plan de luxation? Eh bien, c'est assez simple en fait. Ce n'est pas compliqué. La première des choses, c'est de ne pas paniquer. C'est facile à dire. Je sais, des fois, c'est plus difficile pour quelqu'un qui a cette luxation, qui ressent la douleur, mais vous êtes en train d'activer vos parcours de lutte et de fuite. Et il faut éteindre, vraiment essayer d'éviter ces parcours. C'est horrible. Alors, on sait que cela fait mal, cela fait peur, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui va créer des lésions graves. Donc, il faut donner l'importance que cela a, une importance relative. Donc, des fois, il faut prendre la position qu'il faut, avec un coussin, on va le mettre dans la position qu'il faut, respirer normalement, on va essayer de réduire notre niveau de respiration, parce que des fois, on est stressé et on respire de manière accélérée. Donc, il faut essayer de ralentir notre accélération. Si vous avez des antalgiques pour ces moments délicats, eh bien voilà un moment où vous pouvez les utiliser. Si vous avez quelque chose qui vous aide à vous détendre, faites-le avec en chauffant l'épaule, je sais pas, de la musique, un massage, quelque chose. Peu importe ce que c'est, si quelque chose aide à vous détendre, faites-le. Puis, prenez votre temps. Il ne faut pas le reboîter en 5-10 minutes si ça prend 1 heure, 2 heures, 4 heures. Peu importe, prenez votre temps. Et le plus tôt vous arriverez à cette détente, eh bien, utilisez votre technique, peut-être en remuant un petit peu cette manipulation qu'il faut pour le remettre en boîte d'une manière plus naturelle. Donc, une fois que vous le reboîtez, essayez de le traiter comme toute autre douleur aiguë. Peut-être que vous devez utiliser une compression, l'élever, peut-être qu'il faut une attelle pendant quelques jours, mais ne maintenez pas cette attelle pendant 2 semaines. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont une luxation de la rotule. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, des fois, on met ces attelles et il garde ses attelles pour maintenir le genou droit pendant 4 mois, et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Faites attention avec ces attelles.
j'essaie de pratiquer mon espagnol, de toutes mes excuses. Un plan de luxation ressemble à ça. C'est, voilà, n'ayez pas peur, ne panique pas, respire normalement et restez calme. Je pourrais le faire en français, je l'ai fait ici en espagnol, mais bon, je vais éviter, c'est mieux pour vous. Ça, c'est la version anglaise, c'est plus facile. Donc voilà, restez calme, faites les choses simplement, et voilà. Donc maintenant, je vais m'arrêter là et je vais écouter vos questions. Merci.